Bonsoir à tous. Alors, nous allons prendre la compréhension orale de DALF C1. Préparez vos stylos, faites des screenshots de l'examen en totalité. N'hésitez pas surtout à publier la vidéo, à mettre vos commentaires, surtout sur mes vidéos, j'en ai vraiment besoin. Et on passe exercice numéro 1 avec l'audio. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons parlé du maquillage et vous nous disiez que rien n'est plus sérieux au monde que de se maquiller et que la première des techniques est le cosmétique. Cette semaine, nous allons parler du bonheur, on n'est pas très loin. Pas le bonheur simple, le petit bonheur que chantait Félix Leclerc, non, le bonheur statistique, le bonheur national brut, le BNB, le vrai. Notre monde est évalué par des chiffres illisibles pour le commun des mortels, comme par exemple notre richesse, qui est celle du pays, identifiée par le PNB, le produit national brut. Le PNB ne serait pas le reflet de notre bonheur. Les dirigeants politiques, voyant la dette augmenter, ont découvert un argument solide, vous nous le direz en tout cas. Un drame, une catastrophe, en créant de l'activité économique, augmente le PNB et donc la présomption de bonheur. Alors Michel, faut-il changer le thermomètre ? C'est une très vieille question. Ce n'est pas une question contemporaine. Elle a été posée dès le début où on a réfléchi à l'économie, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Et je crois que Auguste Comte déjà l'avait posée au début du XIXe siècle. Et cette question est très simple et en effet, elle peut se poser sur un cas concret tout simple. Prenons un accident de la route qui devient un accident mortel. Eh bien, c'est vrai, cet accident-là, quoi qu'il peut coûter 2 ou 3 morts et 10 blessés, eh bien, il augmente brut le PNB, c'est-à-dire le produit national brut, ben, tout simplement, il occupe des ambulances, il occupe des médecins, il occupe des infirmiers, il occupe des entreprises de pompes funèbres, il occupe des ferrailleurs qui vont prendre le cadavre de la voiture, il occupe les constructeurs d'automobiles qui vont revendre maintenant des voitures neuves. D'une certaine manière, cet accident, on peut le classer comme une aubaine économique. Or, il se trouve qu'il y a des blessés, des deuils, des souffrances, et que du point de vue humain, c'est une catastrophe. Et puis on peut généraliser, ça c'est simplement un exemple concret qu'on peut prendre localement, mais par exemple le problème du bruit ou le problème de toute autre pollution, le bruit des avions, des 2 roues, même des chaussures féminines, ça agresse les malades, ça agresse les passants, ça réveille les voisins, et cependant le trafic en question, aussi tonitruant qu'il est bénéfique aux marchands, il n'y a pas de doute, il augmente le produit national brut. Donc, d'une certaine manière, c'est le problème global de la pollution, Michel. C'est-à-dire, la pollution blesse, la pollution rend malade, elle peut tuer aussi, mais elle est, d'une certaine manière, une composante essentielle de l'économie. C'est ça, ou un résultat du produit national brut. Alors, toute la question qui se pose là est une vieille question, donc je le répète, mais elle pose une troisième question, si vous voulez, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, à partir de quel excès, à partir de quel type de production, à partir de quel type de mobilité, telle que nous la pratiquons, peut-on considérer qu'il y a un bénéfice ou au contraire une nuisance pour les hommes que nous sommes. C'est-à-dire, comment on peut équilibrer à la fois le bénéfice procuré... Le malheur du drame et le bonheur de l'économie. Voilà. Alors, ça peut aussi se poser d'une autre manière. Et c'est cette autre manière que je voudrais utiliser. Il y en a 2 autres manières. C'est vrai qu'on ne peut pas quantifier le bonheur. Ce qui vous rend joyeux va me rendre triste, et par conséquent, c'est parfaitement subjectif. Non seulement subjectif pour les personnes, mais subjectif pour les cultures. Quelque chose qui est considéré comme joyeux en deçà des Pyrénées peut être triste au-delà des Pyrénées. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut quantifier dans cette affaire-là ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'inverser la question et de se dire, du point de vue de l'équilibre, premièrement, combien de gens polluent, par exemple, et combien de gens sont victimes de la pollution. Et là, on a des chiffres. Et là, nous savons, par exemple, que 7% de la population mondiale produit plus de la moitié de la pollution. Alors déjà, on a un chiffrage très intéressant pour savoir quels sont les producteurs et quelles seraient éventuellement les victimes. D'autre part, on a un chiffrage qui commence à devenir intéressant, une analyse assez précise des maladies dues à la pollution. Par exemple l'asthme, par exemple les maladies de peau, par exemple les maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Du coup, en inversant la question, on arrive à la résoudre. Je veux dire par là que on a beau rire, et on a raison de le faire, sur le fait qu'on ne peut pas quantifier le bonheur, ce qui reste évident, c'est qu'on peut quantifier le malheur.
Donc il faut plus juger les pays sur leur chiffre d'affaires. On peut quantifier donc les maladies cardiovasculaires, le nombre des morts, on peut calculer l'espérance de vie, la mortalité infantile, la mortalité des femmes, etc. Et finalement poser la question toute simple, quel prix consentons-nous à payer pour notre alimentation, pour notre confort, pour nos déplacements, pour nos voyages, pour nos spectacles, etc. Quel prix consentons-nous à payer et qui paye ? Puisque 7% des gens produisent la pollution et la majorité des gens la subit. Et en quelle monnaie de malheur payons-nous ? C'est-à-dire en vies humaines, en maladies, etc. Et ça peut se chiffrer. Et par conséquent, je crois bien qu'en inversant la question, on arrive à la résoudre. Mais là, il se pose une nouvelle question. C'est que, à supposer que je pose la question, voilà, préférez-vous partir 8 jours en avion en vacances ou préserver vos filles du cancer du sein ? Bonne question. C'est une bonne question. C'est une question parce que il est vrai qu'en accentuant la pollution, on accentue les risques du cancer qui se développe aujourd'hui de manière quasi verticale. Mais évidemment, cette question, elle se pose mal. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas quel est le rapport, au moins subjectif, de mes voyages quand je pars à San Francisco en avion et du cancer du sein de ma nièce ou de ma fille. Et pourtant, c'est cette question-là qu'il faudrait se poser. Et de poser chaque fois la question, monsieur, vous êtes en train de faire tel et tel acte, et telle pollution, vous risquez un accident, mais d'autre part, souvenez-vous qu'il est lié à la quantité de malheurs qui arrivent non seulement à vos proches, mais à la société. Donc vous êtes en inversant la question, voilà, on peut sans doute la résoudre. Alors le bonheur, c'est ridicule, bien entendu, mais le malheur, c'est chiffrable. Donc vous êtes pour le BNB, le bonheur national brut, et plus pour le PIB qui, effectivement... Tout ça est égal, l'essentiel, c'est de renverser la question pour la rendre résoluble. Voilà, c'est ça. Le bonheur, en effet, n'est pas quantifiable, mais le malheur, hélas, l'est parfaitement. Merci pour ces pistes, Michel Serres. Bonsoir, à dimanche prochain. Ce poisson, c'est le sélacanthe. On connaissait son existence grâce aux fossiles. En 1936, on apprend qu'il vit encore grâce à un poisson pris dans des filets de pêche au large des Comores, alors que l'on pensait que l'espèce s'était éteinte il y a 70 millions d'années. Après enquête, on se rend compte que les pêcheurs ramènent régulièrement du sélacanthe qu'ils ont rebaptisé Gambessa. Si les scientifiques sont fascinés par cette espèce, c'est sans doute parce qu'on la croyait disparue, mais surtout parce qu'elle possède une anatomie très particulière et plus proche de nous que de celle des poissons. Ces nageoires sont les ancêtres des pattes avant et arrière des tout premiers quadrupèdes terrestres. Il possède même dans son corps la trace d'un poumon. Enfin, la femelle accouche comme un mammifère. Les alevins naissent en effet dans son ventre. C'est grâce à l'aide de la rédaction allemande du magazine Géo que 2 scientifiques, Raphaël Plante et Hans Frick, ont financé la construction d'un submersible, mis à l'eau en novembre 1987, des jours durant. Ils descendent jusqu'à moins 170 mètres pour traquer le sélacanthe en vain. Ils s'interrogent. Et si le poisson ne sortait que la nuit? Alors ils repartent à la chasse et ils tombent sur un spécimen débonnaire qui frôle le sous-marin et nage comme un cheval qui trotte. Les images sont extraordinaires. Mais elles ont bien failli causer la perte de cette espèce. Victime de cette nouvelle publicité, on traque le poisson pour le naturaliser et le transformer en bibelot poussiéreux posé sur une étagère. Depuis, les scientifiques ont réussi à protéger le sélacanthe. On en compte 500 individus au large des Comores, alors que la population avait chuté de 30% dans les années 90. C'est même une fierté nationale aux Comores. L'image du sélacanthe figure sur les billets de banque. Retrouvez cette chronique sur france-info.com. Nous n'avons jamais autant envoyé de textos, plus de 60 en moyenne par mois. Nous consultons nos emails de plus en plus souvent, même en vacances. Mais malgré toute cette technologie, il faut croire que nous restons attachés à la bonne vieille carte postale touristique. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Entre 50 et 80 centimes d'euros, ce petit bout de carton de 165 cm² se vend toujours. Quand votre petit dernier vient d'arriver en colonie de vacances, là c'est certain, il préfère le petit SMS pratique, rapide, mais quand il s'agit de faire plaisir, alors là, on choisit encore la carte postale. Quelquefois même, on marque d'une croix rouge la résidence où l'on séjourne, ce que font Luce et Yvette, 2 touristes belges en vacances sur la côte basque. C'est l'attention qui compte. Je sais qu'aux personnes à qui je le fais, elles préfèrent ça qu'un SMS. Ça, j'en suis persuadée. Les gens qu'on peut voyager sont toujours très heureux de recevoir des cartes postales.
postale. C'est un souvenir qu'on garde sur le frigo ou dans une valise où il n'y a que ça. La carte, on ne l'écrit pas, on la remplit. Bon baiser de Palavas, amitié, du Lavandou, gros bisous de Carnac. Des mots simples, mais surtout jamais de mauvaises nouvelles. Et c'est pour cela que la carte postale fait de la résistance. Selon Jean-Claude Protet, il est responsable d'une des principales sociétés d'édition, l'As de Cœur, créée en 1938. Et il se vend en France 350 millions de cartes postales touristiques. C'est important. C'est un vecteur qui envoie à travers le monde la connaissance de notre patrimoine culturel, architectural et gastronomique. Et il suffit de traverser les entreprises pour voir que dans de nombreux bureaux, il y a des cartes postales qui sont accrochées au mur, ou aller voir chez les grands-parents les cartes qui sont soit sur la cheminée, soit sur le meuble de salle à manger. La carte postale n'a donc pas écrit son dernier mot, mais les anciens le savent. Son âge d'or est derrière elle. Dans les années 50, il s'en vendait plus de 600 millions chaque année dans l'Hexagone. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons.